Bonsoir, donc nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal qui est plus particulièrement consacrée au débat d'orientation budgétaire. Vous le savez toutes et tous, et je m'adresse également en remerciant les Allonnaises et les Allonnais qui sont présents ce soir physiquement, et puis toutes celles et ceux qui nous regardent à travers le Facebook Live. Donc vous savez que le débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas de vote, hein. Le vote sera fait lors du budget, donc qui aura lieu courant mars, ou début avril d'ailleurs. Voilà, donc nous avons un certain nombre de questions ce soir à l'ordre du jour. Nous avons une question dans le cadre du règlement de la minorité, donc je vous propose qu'on la traite après la délibération numéro 4. Et puis nous aurons, à l'occasion du vœu de soutien à la lettre ouverte des maires pour la paix adressée aux États par rapport au traité de non-prolifération des armes nucléaires, on en profitera, on fera une séance, une levée de séance, excusez-moi, et comme ça on pourra aller faire le vernissage du tableau qui a été réalisé pendant Allonne en fête, notamment sur la thématique de la paix, qui a donc été installé dans l'escalier qui monte dans cette salle du conseil municipal, et que voilà, on fera donc une suspension de séance, on ira tous ensemble là-bas, on fera le vernissage. Il y a également le peintre Dadi qui est présent parmi nous, et puis nous reprendrons le conseil municipal. Voilà. Donc, qui fait l'appel ce soir? Alors c'est Audrey. À toi Audrey, la parole. Bodge Ursun donne pouvoir à Gilles Le Proust. Bro Alexis. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra donne pouvoir à Noureddine Lamar. Lamar Noureddine. Nkanua Rémi. Pardon. Giffard Francine. David Frédéric. Imam de Sam Céline. Tessier Véronique. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey présente. Mbangounou Arsène donne pouvoir à Mostafa Nafa. Morin Sylvie. Nkilois Freddy donne pouvoir à Francine Giffard. Dupuis Camille donne pouvoir à Sandra Georges. Malanda Vivien. Camus Anne. Guilbeault Cyril. À Georges Sandra. Vincent Thomas. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre-Adrien, pardon. Anderlé Sandrine donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Géda Brigitte. Hernandez Jean-Pierre et Traoré Djibril absent. Merci, merci Audrey. Donc la première délibération suite à la démission de Gérard Gaillard en fin d'année dernière. Donc nous avons demandé à l'élu de la liste de Gaëtan Cordelet qui venait, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, donc à Jean-Pierre Hernandez, pour lui demander s'il acceptait de prendre la suite de Gérard Gaillard. Et donc Jean-Pierre Hernandez ayant donné son accord, je déclare donc au nom du conseil municipal installé comme conseiller municipal. On peut l'applaudir, hein, parce que c'est jamais complètement facile en cours de mandat, mais bon, tout sera créé, bien sûr, comme on le fait pour l'ensemble des nouveaux équipiers, que tout se passe le mieux possible. Je voudrais quand même donner un mot, avant d'accueillir Jean-Pierre, un mot de remerciement de ces 2 ans de mandat de Gérard Gaillard, qui était quelqu'un qui s'est engagé, notamment, je pense, à sa présence au comité d'éthique paritaire, où il est venu régulièrement, il a apporté au débat, il a aussi participé à différentes commissions avec son
y compris son expertise d'un homme qui a été engagé dans le mouvement associatif, y compris sur tout les personnes handicapées. Voilà, donc vraiment le remercier en votre nom à tous. Je ferai un petit mot à Gérard pour lui dire, si vous êtes d'accord, en votre nom à toutes et tous, de son apport. Et puis, bienvenue donc à Jean-Pierre Hernandez. On connaît, Jean-Pierre est un toujours jeune, mais un ancien Alonnais, par sa durée et son activité et la vie sur la ville. Je ne doute pas que Jean-Pierre va jouer tout son rôle dans les différentes commissions. Ce que je vous propose là, qu'il prenne la suite des commissions où était Gérard Gaillard. Et s'il y a des modifications, ce que je vous propose, on les traitera au prochain conseil municipal pour que les choses se passent d'une manière naturelle. Donc je demande à l'administration, y compris par rapport à l'iPad. Donc on va voir celui qu'avait Gérard. Enfin, vous, je ne sais pas si vous avez récupéré, mais tu auras donc un iPad pour fonctionner, puisque on a depuis ce mandat, l'ensemble des élus reçoivent toute l'information d'une manière numérique, y compris pour gagner en rapidité, en transparence, en aller et venue, je dirais, des différents documents de la ville. Voilà, donc j'installe, il n'y a pas de vote. Enfin, non, de toute façon, c'est la loi. Voilà. Donc voilà, Jean-Pierre Hernandez est donc maintenant installé. Et donc je passe la parole à Youssef pour nous présenter le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022. Alors bien sûr, vous l'avez reçu, les commissions ont dû commencer à y travailler, parce que c'est toute la difficulté, je le redis, avant de laisser la parole à Youssef, c'est la loi, donc on n'y peut pas grand-chose. Moi, je considère que le débat d'orientation budgétaire devrait venir dès le mois d'octobre pour pouvoir avoir le temps de discuter jusqu'au vote du budget. Mais la loi nous impose un délai de 2 mois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire plus de 2 mois avant. Et en sachant que parallèlement, on discute du débat d'orientation budgétaire, les commissions travaillent déjà sur le budget concrètement dans chacune des commissions. Voilà, donc, mais ça fait partie parfois des plaisirs de belle réglementation de notre beau pays. Voilà, Youssef, je te passe la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, le DOB, le débat d'orientation budgétaire, ne sera pas soumis au vote. Néanmoins, c'est quand même un moment clé de la vie municipale, parce qu'il permet quand même de rendre compte d'une part de la gestion financière de la ville, mais aussi il permet aussi de donner des orientations sur différents éléments, notamment sur la dette, le taux de fiscalité, les dépenses, la question des ressources humaines, etc. C'est vrai que ça permet d'avoir des échanges, notamment en commission des finances, qui sont intéressants, où effectivement on échange, on débat sur quelle orientation on a envie de donner sur le budget, et ça permet aussi aux différentes commissions de travailler suite au DOB par rapport à ces orientations. Dans un premier temps, moi, ce que je voulais dire, je pense qu'il est important d'avant de rentrer dans le débat d'orientation budgétaire, c'est de partir avant de savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient et savoir où on en est, notamment sur le contexte, et aussi sur l'année 2021, mais aussi les années précédentes, parce que avec la crise sanitaire, c'est très compliqué d'avoir des éléments de comparaison sur l'année N-1, parce qu'on vit à travers la crise sanitaire une crise sans précédent, et donc de fait ça a des conséquences sur les questions financières, et donc de fait lorsqu'on compare sur l'année N-1, on n'est pas sur une année, je dirais, normale, et donc de fait on essaie de se baser sur, je dirais, une année où il n'y avait pas la crise sanitaire, pour voir à un moment donné quelle marge de manœuvre on a sur l'évolution. Sur la crise sanitaire, donc j'y reviens pas, effectivement, 2020-2021, une crise sanitaire sans précédent. Les collectivités, et notamment la ville d'Allonnes, ont eu un rôle à jouer important, notamment sur l'accompagnement des habitants, parce que les besoins ont été supplémentaires. Pour citer que quelques exemples, on l'a vu notamment sur la distribution des kits scolaires pour les enfants, notamment sur l'école à la maison, mais aussi sur les différentes rentrées scolaires, la distribution des masques, le soutien encore plus important aux associations caritatives, parce que les besoins ont été encore décuplés sur la question de la crise sanitaire.
Et effectivement, les conséquences ont été, sur l'aspect financier, ont été importantes, notamment une inflation en hausse, une dette publique en hausse et une hausse des prix qui se caractérise de mois en mois, où on voit effectivement une hausse des prix, que ce soit les prix alimentaires, les prix de l'essence et j'en passe, et on voit les conséquences concrètes de la situation. Donc effectivement, on est dans un contexte certes de rigueur, néanmoins, les élus, et notamment les élus qui ont travaillé dans la commission et plus largement du conseil municipal, on souhaite répondre efficacement aux attentes des habitants qui sont de plus en plus nombreux. Et dans tous nos travaux, il y a la question de l'investissement et du fonctionnement, et je pense qu'il est important de repréciser qu'on ne souhaite pas, nous, opposer l'investissement et le financement. C'est certes deux choses différentes. Néanmoins, il y a des choses qui sont fortement liées. Il ne faut surtout pas opposer l'investissement et le financement. La loi de finances 2022 prévoit un arrêt de la contribution à la taxe d'habitation pour 2023. Sur Allonne, si je ne me trompe, on est à 10% à peu près de taxes d'habitation qui vont être payées encore en 2022. Donc en 2023, il n'y aura plus de taxes d'habitation. Et donc effectivement, il y a une vigilance, notamment des services, pour retrouver une correction à l'identique, notamment sur la part de la taxe d'habitation que la ville percevait, pour voir qu'effectivement, on nous parle souvent de compensation, mais malheureusement, souvent dans les faits, la compensation n'est pas forcément à 100%, donc effectivement, il y aura une vigilance sur cet aspect des choses. Sur la dette, donc, on continue de se désendetter, pardonnez-moi. Et effectivement, je voudrais, avant que je ne l'oublie, remercier les services qui font un travail depuis de nombreuses années, notamment sur le remboursement de la dette, donc un désendettement de 1 million d'euros. Le ratio de désendettement est de 4 années et demie. La moyenne de la strate est à peu près à 3 années et demie, mais le seuil d'alerte est à 12 ans. Donc en étant à 4 années et demie, on est bien sur la question du désendettement. Les charges à caractère général ont fortement augmenté. Je faisais référence tout à l'heure à la hausse des tarifications, mais effectivement, on a une charge supplémentaire qui a été très importante, notamment sur la partie alimentation. Et on le voit notamment sur toute la restauration municipale. On a des prix qui ont explosé, notamment sur certaines lignes budgétaires, avec des augmentations jusqu'à 25%. Aussi une hausse très importante sur la question de l'énergie, et c'est là qu'on se rend compte que le choix qui a été fait sur les politiques antérieures de se relier au réseau de chaleur a été un pari gagnant, parce qu'effectivement la hausse de l'énergie sur Allonne existe, néanmoins elle est beaucoup moins un peu importante que toutes les municipalités qui ne sont pas reliées au réseau de chaleur, et donc je pense que c'est important de le préciser. Monsieur le maire faisait peut-être référence, mais il nous donne souvent des exemples de ses amis maires dans d'autres villes qui ne sont pas reliées au réseau de chaleur, et ils ont des augmentations qui sont exponentielles sur cette ligne budgétaire, notamment sur la question de l'énergie. Sur l'investissement, notamment la réalisation de l'investissement, donc nous sommes à 57% de réalisation de l'investissement sur 2021. On pourrait croire que c'est un chiffre faible. Néanmoins, sur les grosses opérations, il y a toujours du retard. Donc, notamment pour l'opération Langevin, il y a le retard qui se passera notamment sur 2023. Néanmoins, la Maison des Habitants, notamment, sera effectif pour 2022, donc on rattrapera notamment la réalisation des investissements. En fonctionnement, et tout à l'heure je faisais référence notamment faire toujours attention sur l'investissement et le fonctionnement, et ne surtout pas opposer ces deux choses-là. Il y a l'éternel débat qu'on peut avoir notamment en commission sur les charges de personnel. C'est une volonté forte de la ville d'Allonne, notamment sur la question du service public, d'avoir des femmes et des hommes qui, au bout du bout, accompagnent et les habitants, mais aussi les projets. Mais l'équation, elle est très simple. Qui dit ville populaire dit besoin supplémentaire, avec une situation qui se dégrade et qui n'est pas uniquement liée à la crise sanitaire. Et donc forcément, les coûts sont plus importants.
Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite avoir, je dirais, une ambition de service public qui reste vraiment à la hauteur des besoins des habitants et notamment des classes populaires, parce qu'on estime, et ça c'est un choix politique fort, que les populations les plus en difficulté socialement ont besoin d'un accompagnement supplémentaire sur la question notamment du service public. Et au bout du bout, on pourra faire tous les débats qu'on veut, mais le service public, au bout du bout, c'est des femmes et des hommes pour accompagner les projets et les habitants. Donc c'est la raison pour laquelle on est resté sur 3% d'augmentation de charges de personnel, principalement des contractuels, notamment sur les périodes estivales, notamment les vacances de juillet et août, où effectivement on a un besoin renfort d'accompagnement sur toutes les initiatives qui ont été mises en place sur la période de l'été, parce que la question du droit aux vacances et du droit de voir du beau sur cette période, elle est déterminante, notamment sur juillet et août, et aussi une augmentation qui est aussi liée sur les arrêts maladie liés à la crise sanitaire, où effectivement il faut remplacer aussi le personnel. Donc toujours en ayant en tête qu'effectivement un travail est fait depuis plusieurs années, notamment auprès des services, pour, même si j'aime pas ce mot-là, mais la question de l'optimisation des services publics, comment sur les départs en retraite, est-ce qu'on remplace à l'identique ou est-ce qu'on essaie d'avoir des réflexions un peu plus intelligentes pour remplacer sur des secteurs ou des services qui en auraient le plus besoin. Oui, optimisation, mais en ayant toujours en tête d'avoir un service public de qualité. Sur le débat de rotation budgétaire et notamment sur l'analyse, avant que je vienne concrètement sur les orientations 2022, il y a la question des associations qui sont au cœur de notre projet municipal. On l'a vu depuis 2020, beaucoup d'initiatives ont été mises en place, mais on a toujours eu la volonté, le souhait d'associer le mouvement associatif, qu'il soit culturel, sportif, caritatif, à travers l'éducation aussi, etc. Parce qu'effectivement, je dirais que c'est notre socle sur la question de la cohésion sociale et comment on implique nos habitants. Je pense que la porte d'entrée du mouvement associatif est très, très important, et c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par ça, notamment sur les orientations. C'est de proposer une augmentation des subventions liées aux petites associations. Je n'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, je ferai référence aux plus grosses associations, mais je dirais aux associations moins importantes, notamment qui n'ont pas forcément beaucoup de personnel ou pas du tout de personnel. Une augmentation de 1,4% de subventions, ce qui correspond à l'inflation. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement le mouvement associatif a un rôle essentiel sur la question du faire ensemble et qui est vraiment notre soupape d'action pour nos différents projets. Pour les grosses associations type CCAS, Excelsior, le centre social, garder aussi une augmentation des subventions avec une augmentation de 1%. Effectivement, c'est continuer à accompagner ces grosses structures qui permettent de mettre en place des projets et de favoriser, je dirais, les actions pour lesquelles nos habitants sont habitués de participer. Les autres orientations, donc maintenir un bon niveau d'autofinancement avec une épargne aux abords de 1 million. Donc, tout à l'heure, je faisais référence aussi à la question de l'épargne. Maintenir cette capacité de désendettement actuelle. Donc là, on est à 4,5 années, donc rester entre 4 et 5 ans. Maintenir un rythme d'investissement soutenable permettant d'éviter à court terme le recours à l'emprunt. L'idée, c'est effectivement d'avoir une marge de manœuvre sur l'investissement. Réaliser le budget dans une optique de maîtrise financière sans affecter le niveau de qualité de service public. Donc, tout à l'heure, je faisais référence notamment à la question du service public qui est pour nous un élément déterminant sur le DOB. Mobiliser et optimiser tous les dispositifs de subventionnement. Je n'ai pas fait référence tout à l'heure, mais on aura d'autres délibérations, notamment sur la DETR et la DESIL, où on a deux délibérations, notamment pour aller chercher des financements, pour être en capacité d'investir sur de futurs équipements ou de la rénovation d'équipements, mais je rentrerai dans les détails lors des prochaines délibérations. Et effectivement, continuer à travers le réseau
que M. le maire a ou que le conseil municipal peut avoir, notamment pour aller chercher des financements auprès des ministères sur certains projets où effectivement on a eu des financements à 96-98% de financement. Je pense que ça c'est pas dû au hasard, ça existe parce qu'effectivement il y a un travail qui est mené pour aller chercher avec les dents des financements, et notamment accompagner la réalisation des projets d'investissement. Donc, à travers l'Agence nationale du sport, donc, il y a 5000 équipements sportifs de proximité pour 2024. Donc, des projets autour du sport et notamment des équipements sportifs vont être proposés pour avoir des financements. La DETR des îles, donc tout à l'heure, on aura 2 délibérations, j'en faisais référence tout à l'heure. Continuer dans le cadre de la cité éducative, notamment d'avoir des financements autour de ce projet-là. La fabrique des territoires autour du numérique et de l'inclusion au numérique. Une aide régionale aussi dans le cadre du fonds régional d'action cœur de ville et contrat de ville. Voilà, proposition d'affecter l'excédent de fonctionnement de N-1 dans la section de fonctionnement du budget. L'idée, c'est de permettre à la ville une épargne de précaution pour préparer l'avenir et financer de nouveaux investissements. L'augmentation des produits de services, notamment par le remboursement des repas fournis au collège Kennedy, qui correspond à plus de 160 000 euros. Par ailleurs, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour les Alonnais en 2022. Donc ça aussi, c'est un élément du DOB qui est très important. Donc pas d'augmentation en 2022 pour les Alonnais. Les charges de personnel, évolution au budget à 3% du réalisé. Voilà, les charges de personnel aussi, je viens de le dire, le maintien de soutien au mouvement associatif. Donc tout à l'heure, je faisais référence au 1,4% d'augmentation et 1% pour les plus grosses associations. Le choix aussi de ne pas augmenter la fiscalité pour les Alonnais. On s'était basé lors du DOB précédent de l'année dernière, mais effectivement, au vu des besoins et des attentes et la difficulté notamment des habitants de rester à une fiscalité de 0%. Et voilà, tout à l'heure je faisais référence au programme d'équipement sportif dans le cadre de la DETR des îles, donc notamment les cours de tennis, où effectivement sur la section JSA tennis, ça fait de nombreuses années que les cours de tennis ne sont plus praticables, donc je pense qu'on en a fait une priorité et effectivement on propose qu'ils soient inscrits dans le cadre de ce DOB. La remise en état du dojo de la salle Jean Carmé et le terrain multisport, notamment sur le quartier Chaouet. Dans le cadre du budget participatif, donc voilà, rester à 200 000 euros pour 2022. L'encadrement des investissements courants, donc à 500 000 euros. Inscrire dans le cas de demande notamment de subventionnement la maison médicale, mais tout à l'heure aussi il y a un point aussi qui sera élaboré sur cet aspect des choses, et la mise au point du plan de financement du pôle de vie et de bien-être senior dans le cœur de ville. Donc effectivement, voilà, c'est un peu l'idée. J'ai essayé vraiment de réduire, parce que vous avez vu la délibération, il y a beaucoup d'éléments. Néanmoins, effectivement, notre souhait dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment être au plus proche de nos habitants, à travers le mouvement associatif, à travers les citoyens, à travers les conseils de quartier, à travers les élus qui représentent les différents quartiers de la ville, vraiment être au plus proche des attentes pour répondre au mieux aux besoins. Et on sait qu'effectivement, les besoins vont être encore plus forts parce qu'on y voit, entre guillemets, le bout du tunnel sur la crise sanitaire d'un point de vue santé. Néanmoins, les conséquences sur les habitants vont se faire ressentir pendant de nombreuses années. Et je pense que c'est dès maintenant qu'il faut qu'on continue d'accompagner nos habitants. Voilà. Merci Youssef. Je vous propose, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'ouvrir ce débat d'orientation budgétaire. Gaëtan Cordelet. Oui, bonsoir à tous. Donc, avant de rentrer plus précisément dans le DOB, je voudrais quand même profiter, j'ai pas pu le faire tout à l'heure, donc je voudrais saluer quand même Jean-Pierre Hernandez pour son entrée dans le conseil municipal. Je voulais également remercier Gérard Gaillard pour tout l'investissement qu'il a fait, que ce soit durant la campagne ou durant ces 2 années de mandat.
Et puis, étant donné que Gérard était le doyen de ce conseil municipal, désormais, il y a un nouveau doyen. Et donc, je voudrais faire un petit clin d'œil à Jean-Claude. Donc, c'est lui maintenant le nouveau doyen. Toutes mes félicitations, Jean-Claude. Je sais pas comment il va le prendre, voilà. mais dans le temps, c'est indiscutable. C'est le sage, voilà. Le sage du conseil municipal, Voilà. c'est Jean-Claude. Donc oui, plus sérieusement sur le DOB, donc effectivement le contexte n'est pas évident avec une crise sanitaire qui perdure encore un petit peu et puis un contexte économique qui est extrêmement difficile avec une inflation conséquente et malheureusement, je pense, durable pour les prochaines années. Youssef, on a discuté effectivement en commission des finances. Le pourcentage, le taux de fonctionnement, les charges de personnel dans le fonctionnement, elles sont à un peu plus de 60%, 63% de mémoire, et elles restent conséquentes, et notamment conséquentes par rapport aux autres villes de la même strate. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit en commission, nous, on trouve un petit peu dommage de ne pas profiter, on va dire, des départs en retraite qu'il peut y avoir, qu'il y a eu en 2021, qu'il va y avoir en 2022 et qu'il va encore y avoir un petit peu en 2023, pour réorganiser de façon un peu plus globale les services, et pourquoi pas en faisant appel à un cabinet extérieur pour tout simplement avoir un œil objectif et vraiment global sur le fonctionnement de tous les services de la mairie. Ça permettrait, comme tu le disais, d'optimiser peut-être les ressources que l'on a à disposition et puis de voir s'il n'y a pas des agents qui... par peut-être volonté d'évolution professionnelle, souhaiteraient se réorienter vers d'autres services. On pense que c'est une opportunité qu'on est en train de louper, et notamment, nous, on voit un petit peu plus loin, on voit à la fin de la décennie, avec la fin du fonds de soutien, qui est quand même une somme conséquente, que l'on n'aura plus, et on pense vraiment qu'il serait dommage de ne pas utiliser tous les outils qu'on pourrait avoir actuellement, et surtout le temps qui nous reste avant cette échéance de la fin de la décennie, bien simplement pour ne pas optimiser ce que l'on peut avoir actuellement. Sur la qualité du service public, effectivement, on a des besoins supplémentaires sur Hallen. Maintenant, les écarts qu'il peut y avoir avec d'autres villes de la même strate ou de taille comparable à nous, aux alentours de nous, donc je vais citer Coulennes, La Ferté-Bernard, La Flèche ou Sablé, elles sont quand même conséquentes et parfois peut-être difficilement justifiables. Et quand on voit que Coulennes, je crois, de mémoire, ils sont à moins de 50% par rapport aux charges de personnel dans le fonctionnement. Coulennes, ils ont également une population en difficulté. Donc moi, je voudrais savoir comment eux, ils y arrivent et comment nous, on a du mal un petit peu à le faire. Donc on comprend qu'il y a des ressources supplémentaires à mettre dans une ville comme Hallen, et ça, on est tout à fait conscient et on partage tout à fait. Maintenant, on voudrait qu'il y ait vraiment un réel effort qui soit fait et que un audit extérieur puisse nous donner des chiffres objectifs pour vraiment optimiser ce que l'on a à nos dispositions et puis effectivement aussi pour accompagner les agents pour qu'eux aussi se sentent mieux au travail et dans le but, in fine, d'optimiser le service rendu aux habitants. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Catherine ? Effectivement, 63% de charge du personnel dans notre budget, c'est une somme, bien entendu, mais c'est une somme totalement assumée puisque nous faisons le choix du service public. Quand on regarde dans un certain nombre d'autres collectivités, et c'est leur choix, ils ont moins de personnel parce qu'ils ont privatisé un certain nombre de services, notamment le service restauration. Allons regarder du côté des services restauration privés des communes. Le prix payé par les familles est multiplié par 2, voire multiplié par 3 par rapport à celui que nous demandons, nous, aux parents d'élèves. Et d'autre part, la part du bio, même si dans le public, elle est à augmenter, et c'est un travail que nous faisons dans ce mandat, la part du bio, elle est bien moindre. C'est aussi des espaces verts privatisés. C'est un certain nombre de services privatisés. Et ça, effectivement, ce n'est pas le choix que nous faisons. Alexis ?
Ah ben voilà. Je sais que vous avez entendu, mais c'est pas aux autres. Indépendamment du choix politique de privatiser ou de faire vivre le service public, c'est en fait un non-sens comptable de comparer uniquement la masse salariale. Moi, c'est ce sur quoi je veux parler. Parce que il suffirait que la restauration scolaire, avec autant de bio, avec autant de tout comme on veut, elle soit faite par un prestataire pour que ça diminue la masse salariale sans qu'en définitive, ça change la dépense, même si la dépense était la même. Donc, avoir une comparaison ligne à ligne du poste fonctionnaire, enfin agent, excusez-moi, mais c'est un non-sens en termes de gestion, de comparaison des services rendus aux gens. Après, ça peut avoir du sens si l'objectif, c'est de détruire l'emploi public, de privatiser, etc. Mais là, c'est un autre sujet. Et je ne veux pas faire de procès d'intention. Je ne pense pas que c'est ce que vous disiez. Mais si on est sur les autres, comment ils font pour dépenser moins, pardon, mais c'est un peu idiot. Parce qu'en fait, ils ne dépensent pas forcément moins. Simplement, ils dépensent autrement. C'est exactement comme le choix d'acheter une voiture ou de la louer. Ce n'est pas la même ligne budgétaire. On dit, ah, bah, les autres, ils achètent moins de voitures. Bah ouais, mais ils en louent plus. Donc, peut-être que vous avez raison. Mais ce n'est pas en comparant le pourcentage de la masse salariale dans le budget qu'on peut analyser ça. Et du coup, je trouve dommage de partir dans un débat où en fait les bases sont pas tout à fait, enfin ne permettent pas de savoir si c'est juste ou pas, et on peut soupçonner qu'elles ne sont pas vraiment d'ailleurs. Allez-y. Oui, effectivement, loin de nous l'idée de vouloir privatiser un certain nombre de services de la ville. On dit simplement que d'autres villes, j'ai regardé un petit peu les chiffres, effectivement, ils ont des sommes de fonctionnement qui sont un peu moins élevées que la nôtre. Donc, l'argument du « ils ont tout privatisé » n'est pas forcément justifié. Nous, ce que l'on souhaite simplement, c'est qu'il y ait un audit de fait pour avoir une photographie du fonctionnement de la mairie à l'instant T et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc de tout simplement pouvoir optimiser les choses, de pouvoir améliorer les choses en gardant les mêmes services publics. C'est juste ça que l'on dit, Alexis. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Moi, je veux bien dire dans ce débat, je commencerai tout d'abord par remercier Youssef, les membres de la commission des finances qui travaillent régulièrement, et en plus je le dis d'autant plus que moi je participe pas ou peu à la commission des finances, parce que comme je participe à aucune des commissions, parce que je considère que le maire ne doit pas tout caporaliser dans une collectivité, il doit laisser complètement les adjoints, les élus, dans leur diversité d'ailleurs, pouvoir travailler, élaborer, construire, faire des propositions. Remercier également, bien sûr, les services. On pense toujours aux services financiers et remercier particulièrement, mais je dirais que c'est tous les services qui, tout au long de l'année, travaillent, une fois qu'on a voté le budget d'ailleurs, à ce que on reste dans le cadre, y compris de faire... d'être très attentif à toutes les possibilités de financement qui viennent au gré des appels à projets, qui est un vrai problème d'ailleurs et qui surcharge les services des collectivités. Et j'aurais aussi une pensée, les associations, parce que c'est comme assez insupportable, et c'est pas un manque de le répéter régulièrement aux ministres que je peux rencontrer dans mes diverses responsabilités, aussi bien à l'AMF qu'à Ville-et-Banlieues. Un petit mot sur ce débat, mais qui est un débat démocratique. C'est le moment du DOB, d'ailleurs, d'exprimer des visions qui peuvent être différentes. Je pense que moi, je peux le faire dans d'autres instances, et donc je trouve complètement légitime que les uns et les autres puissent le faire. Après, la question je crois que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, je crois qu'ici, personne ne le conteste. Mais même au-delà, qu'heureusement, il y avait le service public local dans cette période de pandémie pour relever les défis, de permettre, de permettre aux gens de garder la tête hors de l'eau. Les services publics locaux ont fait un travail, et nationaux d'ailleurs, lorsqu'il en reste, c'est un autre débat, ont fait un travail remarquable, et particulièrement de cette ville. Donc je voudrais le dire ici, parce que on part de ça. Et je pense qu'il y a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas, y compris dans notre commune, parce qu'on ne fait pas tout bien, hein, on peut toujours s'améliorer, où on n'est pas au niveau. Par exemple, pour ce qui nous concerne, on a mis en réflexion d'avoir une crèche. Il faut le dire tout de suite, hein. Je ne veux prendre personne en traîtrise. C'est que faire une crèche, on va augmenter la part du personnel, donc la part du fonctionnement, dans le budget de la ville. Parce que c'est avant tout des activités humaines.
Et là, je crois encore qu'on sera tous d'accord, c'est que chacune et chacun, y compris vous le dites dans les commissions avec vos mots, vous supportez de moins en moins, comme l'ensemble de la grande majorité des habitants, qu'on renvoie tout au numérique. Parce que certains nous ont fait croire que le numérique allait remplacer les femmes et les hommes qui nous accueillent dans un guichet, dans tel ou tel service. On a tous été confrontés. Y compris, même si on maîtrise un peu l'outil numérique, quand il faut faire des démarches, des dossiers, tu te dis, mais je ne vais jamais y arriver, il faut que je recommence 3 fois le même machin, parce que tu es obligé de remplir telle case. Enfin bon, je crois qu'on a tous eu cette expérience, il me semble. Voyez. Donc je pense qu'effectivement, dans cette période, et j'espère qu'ils ont compris cette question sera posée fortement dans le débat des élections présidentielles, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous fassions de l'État aux collectivités des économies en diminuant les femmes et les hommes dans le service public. Je ne ferai pas l'injure, je regarde Audrey et Fred qui travaillent dans le service hospitalier, mais quand même, on nous a expliqué depuis des années, non, faut réduire, faut serrer, coup de journée, les lits. Vous voyez où ça nous a menés. Le personnel dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres endroits, souffre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, investir, j'espère que ce débat sera posé dans cette période quand même importante, la question de l'utilité, du besoin d'avoir des femmes et des hommes formés, correctement rémunérés, qui est aussi un autre aspect, pour permettre de remplir cet objectif de permettre, et c'est le rôle d'une collectivité comme la nôtre, le plus possible l'accès aux droits pour toutes et tous, quel que soit son milieu d'origine et son parcours de vie. C'est hyper important. Et donc nous, on est dans cette question-là. Et puis peut-être, parce que pour parler dans les chiffres, mais j'attire l'attention, c'est toujours le problème des pourcentages. Hein. Ça dépend à quoi on le compare. Parce qu'il faut regarder ce que sont les budgets de fonctionnement des communes concernées. La Flèche, par exemple, avec une population légèrement supérieure à la nôtre, a un budget de fonctionnement plus important. Et donc ça veut dire que même le même montant d'engagement de personnel te fera un pourcentage différent, obligatoirement. Donc il faut tout regarder vraiment dans le détail. Et puis il y a des choix. Moi, je ne suis pas là... Enfin, nous sommes très respectueux dans ce conseil municipal pour respecter les décisions de chacune et chacun dans sa collectivité. On a déjà suffisamment à faire chez nous pour ne pas aller s'occuper de ce que font les autres. Mais c'est vrai, il y a des choix différents. Vous voyez, quand tu décides de faire une médiathèque avec du personnel municipal ou de la faire gérer par une association, effectivement, je prends que cet exemple-là, et je ne citerai pas de commune, ça a un impact. Vous voyez, donc il faut qu'on prenne tout ça en compte. Vous voyez, alors, il n'y a pas ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, mais dans le même temps, il faut qu'on réfléchisse intelligemment et fortement. Alors après, sur l'audit, alors je vais vous dire, je dis souvent, et certainement vous m'avez entendu dire dans des commissions d'appel d'offres, je dis ceux qui ont des enfants, qui sont en études, je leur dis, forme-les sur les audits et les cabinets, hein, parce que là, attends, tu ne peux plus faire un truc, il faut faire le bureau d'études, du rebureau d'études, de l'audit, du machin, du bidule. Quand tu additionnes, ça coûte une fortune. Des fois, tu t'interroges à quoi ça a servi, parce que c'est souvent, y compris sur des modèles nationaux, mais dans toutes les parties. Hein. Mais vraiment, là aussi, je voudrais en profiter pour remercier à la fois Catherine, qui est l'adjointe aux ressources humaines, mais également le service ressources humaines, qui font et la direction générale, qui font un gros travail. Vous avez évoqué la question de l'expertise, d'être attentif. Vous savez, chaque fois il y a un départ en retraite, la question du remplacement, de quel remplacement est posée. Et vous pouvez regarder, si vous regardez depuis 10 ans, il y a des postes qui ont disparu, d'autres ont été créés, il y a des gens, y compris on est très attentifs dans cette ville. On ne refuse jamais une formation. Moi, je suis quelqu'un qui pense que 10% du temps de travail tout au long de la carrière devrait être consacré à la formation. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution et que ce qu'on a pu connaître, les plus anciens d'entre nous, où on faisait toute sa vie dans le même employeur, le même boulot, pour ainsi dire, j'exagère un peu, mais à peine, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et donc ça veut dire que sur le temps du boulot, il faut vraiment être très attentif à la formation. C'est pour ça, y compris, qu'on investit beaucoup dans l'éducation dans cette ville. Youssef a fait référence à la cité éducative, y compris ce qu'on met sur nos compétences propres, y compris de la qualité des écoles, des travaux en lien avec le Mont Métropole.
Mais investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de ces jeunes demain, après-demain, mais c'est préparer y compris l'avenir de notre société. Non, parce qu'on voit bien que le monde change, est bousculé, ça nous bouscule les uns les autres. Mais on essaye de le faire avec le plus de pêche possible. Et puis dernière chose, pour ne pas être trop long, d'autant plus qu'on n'y est pour rien, on n'a rien commandé et on n'avait rien demandé, mais moi je dois dire qu'on a été très contents de voir ce classement villes et villages où il fait bon vivre du journal du dimanche, voilà, avec toute une série de critères. Bon, être placé en 547 sur 34 827 communes en progression de 94 places, je me dis qu'on ne doit pas tout faire mal dans cette collectivité, mais collectivement, parce que je faut remarquer que les derniers conseils municipaux, je crois que toutes les délibérations quasiment ont été votées à l'unanimité, donc ça veut dire qu'on travaille ensemble dans l'intérêt des habitants. Nous sommes là, sur les 3 de plus de 10 000 à 20 000, la première des 3, et nous sommes la deuxième position départementale sur 354. C'est vrai que, bon, on pourrait toujours dire, on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire, et c'est ce qu'on essaye de faire, je terminerai là-dessus. Mais je trouve qu'on peut se féliciter ensemble, parce que c'est votre travail ensemble, à vous, les élus, l'ensemble des services, d'arriver à ce niveau sur effectivement une évaluation où on y est vraiment pour rien. Et dernière chose, j'y tiens particulièrement aussi, aujourd'hui on parle beaucoup d'attractivité dans les communes. Bien sûr que c'est une question qui est posée, mais je pense que le meilleur vecteur d'attractivité d'une commune, c'est permettre que les habitants soient contents de vivre dans leur ville. Et c'est à cela que nous travaillons, en essayant de travailler les points de faiblesse, nous en avons, y compris renforcés dans des territoires tels que les nôtres, parce qu'il y a une concentration et pas due y compris à la couleur politique du maire que je suis, ou de la maire de Chanteloup-les-Vignes, ou du maire de Chenôve, ou du maire... Enfin bon, j'ai pris volontairement des maires avec des diversités, des sensibilités politiques différentes. Nous y travaillons parce que je crois que c'est de redonner de la fierté aux habitants dans leur ville pour permettre effectivement qu'ils parlent de la ville d'une manière positive et qu'ils donnent envie à des habitants de venir. Claudine me disait, ma voisine, elle était dans son activité citoyenne du côté du nouveau quartier des Hautes-Perrières, un couple qui vient d'arriver du Mans, qui sont très contents d'être arrivés sur une ville où il y a beaucoup de services, ils ont des enfants, il y a beaucoup de services de proximité, à la fois services culturels, sportifs, y compris au niveau commercial. Ben, voilà, on peut s'en féliciter. D'ailleurs, on peut constater d'ailleurs que ce nouveau quartier, y compris Cenovia, a accéléré la commercialisation, la viabilisation, parce que tous les lots de la première phase ont été vendus assez rapidement, quoi. Donc on peut s'en féliciter ensemble. Parce que je vous dis, c'est un travail, moi j'en tire aucune fierté personnelle, hein. C'est un travail collectif, et c'est vrai qu'on est tous dans l'attente, tous, même le maire que je suis, de voir enfin la première pierre et le chantier démarrer du premier îlot, on va revenir tout à l'heure d'ailleurs, où il y aura le foyer logement, enfin ça s'appelle plus comme ça, mais comme ça tout le monde comprend bien ce que c'est. Ouais, mais on va dire foyer logement parce que je considère au moins les gens ils voient ce que c'est. Les commerces, une partie des commerces remis, vous voyez, donc ça sera je dirais la nouvelle phase de développement et de changement de ce cœur de ville pour donner, y compris encore plus envie aux habitants qui y habitent, mais y compris à d'autres de venir sur la ville. Voilà. Donc ce que je vous propose, puisqu'il n'y a pas de vote, hein, de vous appeler, chers collègues, dans vos commissions, mais je sais que vous avez bien commencé le travail. Il y a des pistes qui ont été données dans ce DOB. Et ben, le travail de concrétiser pour que... Je ne me rappelle plus de la date qu'on vote quand, le conseil municipal, Stéphane ? Le 9 avril, voilà, parce que voilà. Hein, le 9 avril, eh bien, tout ça, le DOB se concrétisera dans un budget, secteur par secteur, on va le dire comme ça, toujours avec la volonté de répondre le mieux possible aux attentes des habitants. Je passe maintenant la parole à Maude sur la convention socle numérique. Bonsoir à tous. Donc là, je vous parle d'un plan de relance par rapport au socle numérique. On a participé à un appel à projet, et donc là, c'est pour signer une convention, puisqu'on a obtenu l'appel au projet. Dans l'idée, c'est doter toutes les écoles d'ordinateurs portables, d'imprimantes scanners, de vidéoprojecteurs. Et donc voilà, c'est un travail qui avait déjà été entamé, mais là, ça nous permet de le finaliser plus rapidement
et de doter vraiment toutes les classes et toutes les écoles en ordinateur, tout ça. Donc là, c'est signer cette convention avec l'État pour l'aide qui sera apportée pour doter les écoles. Merci Maude. Et y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Moi, je me félicite et je remercie aussi Maude et le service Enfance et Éducation sur la dotation à 52 familles de matériel numérique, justement, qu'on avait constaté la fracture numérique pendant le premier confinement, je vais y arriver. Et donc, on continue à ce travail en lien avec les écoles. Je propose de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération? Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Cyril. C'est bon. Ouais, ça va aller. Alors, donc, c'est une délibération pour l'acquisition d'une parcelle route défendue. Alors, pour un petit rappel, en fait, en 2013, la DTT, des directions départementales des territoires de la Sarthe, avait mandaté un bureau d'expertise qui avait conclu à la dangerosité de 9 parcelles du fait de l'érosion du terrain. En 2014, le conseil municipal avait décidé d'engager une procédure d'acquisition amiable auprès des propriétaires, car les travaux qui auraient pu se faire étaient quand même exorbitants. Donc 6 de ces 9 parcelles avaient été acquises en 2015 par voie amiable. Et donc là, ce soir, c'est pour acheter la 7e. Donc il y a eu une négociation, on s'est basé sur l'évaluation de France Domaine pour proposer à l'acquisition d'un montant de 16 500 €, donc hors frais d'acte. Donc pour rappel, l'acquisition amiable est une solution bien sûr préférable à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, compte tenu du temps d'une telle procédure, plusieurs années, et du coût qui est associé, que ce soit pour la collectivité ou pour les personnes. Donc voilà, je vous propose de voter pour l'acquisition de cette parcelle. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet. Oui, tout à fait. Étant donné que je connais Madame Pellegrini et son mari, je préfère ne pas participer au vote. Je ne sais pas si c'est possible, Monsieur Bardol. Voilà, donc je préfère ne pas participer au vote pour éviter tout conflit d'intérêts. J'aimerais quand même revenir sur certains points et sur l'historique quand même de ce sujet. Donc comme l'a dit Cyril, donc en 2013, il y a eu un affaissement de terrain avec des estimations faites en 2014. Sur tous les propriétaires qui ont donc reçu des indemnités, il y en a notamment un qui a eu 522 € du mètre carré, quand les autres, j'ai les chiffres là sous les yeux, il y en a un qui a eu 80, il y en a eu un qui a eu 12, l'autre 262, un autre 81,5 et un autre 10. Comment peut-il y avoir autant de disparités? On parle quand même d'un rapport de 1 à 52 dans des parcelles qui sont côte à côte. Rémi, tu habites juste en face, tu vois peut-être un petit peu les maisons qu'il y avait dessus. C'est injustifié. Enfin, en tout cas, nous, ça nous semble injustifié et assez incompréhensible. Donc, le propriétaire qui a eu 522 € du mètre carré, pour rappel, il avait acheté ces terrains-là à la fin des années 90, au début des années 2000, pour un total d'un petit peu moins de 30 000 €. Il a eu 160 000 € d'indemnité. Il a fait x5. Jackpot. Donc voilà. Quand les autres, et notamment monsieur et madame Pellegrini, qui venaient d'acheter leur terrain avant que ça arrive, ils n'arrivent même pas en fait à avoir une indemnité équivalente au prix de l'achat. Alors que je vous dis, ils venaient d'acheter 2 mois avant. Hein. Donc c'était quand même un petit peu troublant. Je vais également citer un article de la presse de l'époque. Donc c'était un de vos confrères, messieurs, du Ouest France. Voilà, donc il y a un article où il donnait, après le conseil municipal de l'époque, donc il donnait toutes les indemnités. Et
un des journalistes avait été, comme nous, un petit peu interloqué par rapport à ces indemnités-là. Il avait donc appelé les domaines, qui normalement chiffrent les terrains, et les domaines lui avaient donné la réponse suivante. Il leur a dit, donc, sur quels critères les domaines se basent. La réponse des domaines, c'était « je n'ai pas le droit de vous le dire ». Là, Jean-Yves Guinguené, donc, qui est a priori le responsable du service des domaines, c'est la ville d'Hallen qui est le consultant, voyez ça avec elle. Bon, donc c'est un petit peu troublant. Et a priori, monsieur le maire, vous aviez répondu à l'époque que... attendez, je retrouve l'article. Tac. Voilà, je lis l'article. Hein. Brève réaction hier de la part du maire Gilles Leproust. C'est le service domaine qui a la main. Leurs estimations reposent sur des critères précis. Lesquels? Pas davantage de commentaires. Donc, nous, ce que l'on voudrait comprendre, c'est comment il a pu y avoir de telles disparités, sur quels critères les domaines se sont basés, parce que là, a priori, il y a un loup quelque part. C'est tellement flou, et a priori, personne n'a pu nous donner la réponse depuis. Alors, je ne sais pas comment vous, à l'époque, je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient dans le conseil à ce moment-là, personne n'a rien trouvé à redire. Des terrains, je vous dis, qui sont similaires, avec des maisons dessus qui sont globalement similaires, comment un a pu faire x5 quand l'autre n'a même pas réussi à rentrer dans ses frais. Il y en a un qui avait une des parcelles, il venait d'acheter la maison quelques années auparavant pour 80 000 euros, il a engagé 60 000 euros de travaux dedans, et il a eu 84 000 euros d'indemnité. Il avait les factures des travaux. Comment c'est possible ? Et donc, les questions que nous, on se pose, je vous dis, le journaliste, il s'est posé la question également. Il n'y a pas eu de réponse depuis. Donc, je ne sais pas si vous en avez, monsieur le maire, depuis cette histoire, mais si vous les avez, merci de nous les communiquer, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de transparence sur ce dossier. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a choqué Madame Pellegrini et son mari à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont appris combien leurs voisins avaient eu dans la presse, alors que ils auraient préféré que tous les riverains soient rassemblés dans une salle sur Hallen et qu'on leur dise, voilà, un tel attend, un tel attend, et un tel attend, et pourquoi ? Là, personne n'a eu d'information. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient engagé une procédure en justice avec la mairie, parce qu'ils s'estimaient floués. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a mis tant de temps pour acquérir toutes ces parcelles. Donc voilà, j'espère que si vous avez des éléments, eh bien, que vous allez nous les transmettre. C'est peut-être les domaines, mais à ce moment-là, vous, en tant que maire, quand vous avez vu ça, vous n'avez pas demandé au domaine, donnez-nous les bases de calcul. On cherche simplement à comprendre. C'est assez troublant. Voilà, merci. Cyril ? Oui, donc en fait, nous, comme vous avez dit, Gaëtan, c'est les domaines qui fixent les montants. Nous, on n'a pas cette compétence, et surtout que derrière, pour le rachat, en fait, on rachète donc au prix des domaines pour pouvoir être remboursé par le fonds Barnier. On n'a pas de montant donné, en sachant qu'en plus, donc en 2015 pour Madame Pellegrini, elle a eu connaissance des montants qui étaient donnés au moment des libérations et des achats, et elle a fait un recours. Donc, il y a eu une réétude des domaines qui est passée de 11 500 euros à 15 000 euros. Donc, voilà, c'est simplement ça. Après, peut-être que les autres auraient dû refaire un recours. Il y a eu une décision amiable. En tout cas, voilà, c'est ce qui est resté. Donc, nous, on suit les domaines. Voilà. Si je peux me permettre, oui, ok, que la ville suive les domaines, pourquoi pas. Mais je veux dire, personne n'a été interloqué et personne ne s'est dit, attendez, comment c'est possible qu'il y en ait un qui fasse x5 et qui ait quasiment autant, parce que vous voyez, j'ai les parcelles. Hein. Donc il y a une parcelle de quasiment 2200 mètres carrés, avec une maison en bon état d'un peu plus de 120 mètres carrés dessus, qui elle a eu 170 000 euros, alors que le monsieur en question qui a fait x5, lui, il a eu au total 160 000 euros pour une parcelle 2 fois plus petite, avec une maison en moins bon état, quasiment 3 fois plus petite et en moins bon état. Donc,
je comprends pas. Moi, on n'était pas dans le conseil municipal à ce moment-là, mais si on l'avait été, on aurait posé la question. On se serait dit, mais comment c'est possible? On aurait demandé au domaine, donnez-nous les bases de calcul. Et quand on vous lit l'article de l'époque, je vais le répéter, hein, quand les domaines disent, je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est la ville d'Allen qui est le consultant, voyez ça avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire en fait de ça? Rien. Vous pouvez le tourner en boucle en permanence, mais comment ça marche? Cyril a expliqué. Il y a un service de l'État qui, lorsque une collectivité achète ou vend, le passage, c'est on interpelle les domaines pour qu'ils fassent une estimation. Et après, je crois qu'on est entre 5% en dessous ou au-dessus de modulation. Voilà comment ça se passe. Donc, sur tous ces dossiers, nous avons donc interpellé les domaines qui nous ont renvoyé leur estimation, c'est leur métier. Nous ne sommes pas promoteurs immobiliers, on ne tient pas une agence immobilière. Sur cette base-là, on a négocié et on a discuté avec l'ensemble des personnes concernées, mais chacune, parce que sincèrement, alors c'est une drôle de proposition, parce que moi, le rôle des élus, c'est pas d'organiser des matchs de catch, si je peux m'exprimer ainsi, parce que chacun est propriétaire de sa parcelle et ça intéresse la personne sur son terrain, sur la manière, l'histoire, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je rappelle qu'à l'époque, je suis intimement persuadé, ces délibérations étaient votées à l'unanimité du conseil municipal, majorité opposition. Sur la base, je vous dis, d'un service de l'État, moi, que je vous dis, de temps en temps, il faut quand même faire un peu confiance au service de l'État, parce qu'autrement... et je rappelle y compris que vous faites référence à la justice, le couple, et c'est dommage pour eux, on leur avait dit, ils ont été déboutés. La justice a débouté la plainte de la personne. Je les ai rencontrés, moi, la personne, pour arriver à ce compromis, bien sûr, ce protocole, parce que, y compris, on leur a dit, c'est dans votre intérêt, parce que de toute façon, l'État ne reviendra pas, y compris sur les estimations des domaines, sur les estimations qu'ils ont faites, ou légèrement. Mais vous voyez, on est sur une petite marge, objectivement, mais je ne porte pas le jugement, c'est les grandes ou petites, c'est les domaines, vous voyez. Donc voilà, vraiment, parce que vous avez évoqué le mot, en toute transparence, et je vous confirme y compris que chacun est dans son rôle. On a un service de l'État qui a les règles, qui a les outils pour déterminer le coût d'estimation d'un bâtiment, que tu achètes ou tu vends. C'est pas le rôle d'une collectivité d'aller chercher, d'aller interroger ces questions-là. Après, chaque personne, il y en a une qui l'a fait d'ailleurs, et malheureusement, la justice l'a débouté, peut contester l'estimation des domaines. Ce qui a été fait pour un des foyers d'ailleurs. Parce que les autres ont tous signé le protocole, objectivement, c'est comme ça la réalité, c'est passé en conseil municipal, pour chaque opération, voté à l'unanimité du conseil municipal, dans le respect, et bien sûr validé par le contrôle de légalité de la préfecture. Donc tout ça a été fait en toute transparence. Après, il y a des gens qui sont... Alors, il y a une autre question après. Que des gens se sentent pas... Que la proposition qui a été faite par les domaines n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensaient eux. Ça, on peut... Je ne porterai pas de jugement, moi. Si vous voyez, quand vous avez un bien personnel, que vous avez acheté, vous avez pu y faire des travaux, je peux comprendre que, je respecte profondément les uns et les autres. Mais nous, le juge de paix, c'est les domaines, c'est un service de l'État, c'est même pas un service privé, c'est un service de l'État, et donc nous avons statué sur une estimation d'un service de l'État. Voilà, concrètement, en toute transparence et en pleine confiance avec ce service de l'État. Voilà, pour avoir répondu. Allez-y, puis on va peut-être passer au vote. Non, mais effectivement, M. Alain Pellegrini ne contestait pas, bon, même si effectivement il était un peu plus faible que le prix qu'il venait d'acheter à l'époque. Eux, ce qu'ils trouvaient troublant, c'est qu'il y en ait un parmi tous quasiment ont perdu de l'argent, et il y en a un qui a fait x5. C'est assez curieux, et donc on aurait... ça ne veut rien dire. Attendez, on ne parle pas quand même de quelques euros. Oui. Sur cette histoire de x5... En fait, quelqu'un a pu faire une bonne affaire en achetant quelque chose et le même prix de sortie fait x5 par rapport à quelqu'un qui a acheté plus cher. Donc, encore une fois,
moi, ça me touche pas, en fait, cette histoire-là. Si quelqu'un a fait une super méga affaire et que les domaines lui proposent un x5, ben, personne n'est coupable de rien du tout. Et puis, si quelqu'un a acheté trop cher et que les domaines lui disent « vous êtes fait un peu arnaquer, le vrai prix, c'est ça » ou « ça a baissé depuis », ben, c'est la vie, en fait. Ça dépend à quel moment on achète. Moi aussi, j'ai vendu une maison moins chère que je l'ai achetée parce qu'au moment où je l'ai acheté, c'était haut et au moment où je l'ai vendu, c'était plus bas. Et c'est la vie. Et j'aurais pu faire une culbute si j'avais acheté à un autre moment. Donc, je trouve pas ça très probant comme démonstration. Non, mais on les a tous, ces chiffres, Monsieur Cordelet, puisqu'on a voté. Attendez, on a l'impression qu'on a caché des choses. Je rappelle, pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent, que toutes les délibérations sont passées en conseil municipal, ont été votées à l'unanimité, majorité et opposition, sur des bases, comme c'est formulé dans la délibération qu'a présentée, c'était sensiblement la même d'ailleurs, que présente Cyril là, pour le couple, et que le contrôle de légalité a validé l'ensemble de ces opérations. Donc, ne laissons pas suggérer que le maire aurait grenouillé pour faire avantager les uns ou les autres. C'est pas très... D'une, c'est pas ça, et c'est pas très sympathique d'essayer de laisser penser ce genre de... Ah si, il y a un peu de ça quand même. On vous a dit, c'est les domaines, un service de l'État. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote maintenant. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Vous prenez pas part au vote? Alors, je veux bien recommencer. Alors, je recommence. On recommence. Non, mais prenez votre temps, c'est pas grave. Bon, alors on passe au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Oui. Y a-t-il des votes contre? Oui, j'ai entendu. Oui, je suis content, j'entends. Je vous en remercie. Donc, comme dans le cas du règlement, donc la parole sur la question qui nous a été envoyée il y a 48 heures de Gaëtan Cordelet. Non, c'est moi. Oui, donc monsieur le maire, chers collègues, donc depuis plusieurs mois, notre ville est un petit peu secouée par une affaire qui semble un petit peu vous gêner aux entournures, puisque lors des conseils municipaux du 3 novembre et du 15 décembre dernier, vous n'avez pas vraiment répondu à nos questions, notamment concernant la salle Yvon Lubie. Donc oui, je le répète encore. En effet, vous justifiez la mise à disposition pérenne, exclusive et à titre gracieux de cette salle à une association cultuelle en expliquant que on fait pareil pour tout le monde. Sauf que c'est bien là que le bas blesse, puisque la loi du 9 décembre 1905, elle fait clairement la distinction entre les associations cultuelles d'un côté et les associations culturelles ou sportives. Donc votre exemple des Lusitanos ou de la JSA n'est pas vraiment recevable. Pareil avec l'Église, la loi distingue les bâtiments qui ont été construits, les bâtiments cultuels qui ont été construits avant 1905 et ceux construits après 1905. Ils ne sont pas soumis tout à fait au même cadre. Que je sache, l'église d'Allen a été construite avant 1905. Et si aujourd'hui la ville en est propriétaire, c'est parce qu'il y a eu un transfert de propriété à partir du 1er janvier 1906. La paroisse a transféré la propriété à la commune, en échange de quoi la paroisse en a conservé l'usufruit. Et la salle Yvon Lubie, pareil, corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'elle a été construite après 1905. Le parallèle, il est quand même assez, facile, troublant, avec la situation que l'on a pu voir à Roubaix. Donc le maire de Roubaix, je crois que vous le connaissez bien, il vous a a priori invité à l'automne dernier à assister en VIP à l'arrivée du Paris-Roubaix. Donc je ne sais pas si vous en avez discuté, mais ce maire est actuellement mis en examen pour détournement de fonds publics pour avoir subventionné une association cultuelle de sa ville. Les loyers non demandés et les factures de fluide réglées par la ville à la place de l'association qui occupait les lieux, c'est qu'ils étaient en permanence dedans et ils ne payaient rien, peut-être on pourrait les considérer comme simplement une subvention, une subvention indirecte. Depuis 12 ans, si on prend en compte, je vous dis les fluides, donc c'était 8 700 € par an sur 12 ans, et le loyer que l'association aurait peut-être dû payer
Donc on peut estimer à peu près 2 000 € par mois, hein, vu la taille de la salle, 530 mètres carrés, je le rappelle. On arrive, selon notre estimation, à peu près 350 000 €. Alors, est-ce que, une bonne fois pour toutes, vous allez répondre clairement à notre question, sans détour et sans chercher un petit peu à noyer le poisson? Donc la question, elle est relativement simple. Est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'une collectivité mette à disposition gratuitement et en permanence un local municipal dans un but cultuel, alors que cela est en contradiction avec la loi du 9 décembre 1905? Merci d'avance pour votre réponse. Monsieur Zen, Mostafa. Bon, je crois qu'on a déjà répondu. Je vois que ça, voilà. Je rappelle que ce bâtiment a été fait dans le cadre de l'ANRU 1, donc collaboré, etc. Effectivement, comme nous le faisons pour l'ensemble des bâtiments en direction des associations, nous avons mis à disposition, pour la part, tout le bâtiment à cette association, sous base de convention d'ailleurs. Nous n'avons versé aucune subvention à ces associations, jamais une subvention de la ville. Et puis nous sommes maintenant dans une phase nouvelle, puisque avec la dissolution des deux associations par le Conseil des ministres, j'ai plus en tête la date, donc le bâtiment est vide. Nous avons rencontré les services de la préfecture pour envisager avec eux comment ça allait se passer à la fin de ces 6 mois de fermeture administrative. Je rappelle, il y avait 2 associations, une association culturelle, une association, y compris lambda, hein, donc y compris une partie qui était effectivement basée dans les bâtiments, donc celle-là, et comme toutes les associations d'ailleurs. Hein. Donc, les services, j'étais d'ailleurs accompagné du directeur général des services, n'est-ce pas, Stéphane? Les services de la préfecture, parce qu'en plus, les législations ont évolué sur ces questions-là. Ça ne vous a certainement pas échappé. Donc, nous avons demandé à la préfecture de nous accompagner pour travailler dans les futures, s'il y en a, associations qui reprendront la suite, parce que je pense que la communauté musulmane, comme la communauté catholique, a le droit d'avoir un lieu de culte. Donc on a demandé de se faire accompagner par la préfecture pour être bien dans les clous, pour permettre effectivement que la nouvelle association, ou les d'ailleurs qui se créeront, hein, moi je ne sais pas, après ça c'est la loi des associations, puisse fonctionner dans les, je dirais, dans l'ensemble des règlements. Vous me permettrez quand même, vous avez vu d'ailleurs certainement le communiqué que je vous envoyez à toutes et tous, de Ville et Banlieue, concernant les déclarations d'un sinistre personnage, lundi à France Inter, qui compare les communes de banlieue. Il a d'ailleurs cité Roubaix, mais d'autres. À moins de 2 heures, on a, comme si on était en Afghanistan. Quand je l'écoutais, j'étais outré. C'est injurier les habitants de nos territoires. Vraiment. Et donc, voilà. Alors après, là aussi, le petit tacle glissant, pour parler en termes de foot, sur vous avez été invité, vous êtes toujours sympathique de ce point de vue-là. Bah, je fais ce que je veux de ma vie privée déjà, donc déjà, hein, d'accord. En VIP, je ferais simplement remarquer que c'était dans le cadre d'une réunion des élus animant le Conseil national des solutions. Il y avait la maire de Chanteloup-les-Vignes, le maire de Roubaix, le maire de Grigny, le maire de Sénart-Melun, le maire de... Enfin, il y avait 7-8 maires, où on a travaillé un week-end pour y compris préparer, Youssef en fera part tout à l'heure sur le vœu, sur le sport, les sites olympiques, les Olympiades de l'été, les rencontres que nous avons avec l'ensemble des fédérations et le Comité national olympique et sportif, pour permettre, avec un seul objectif, permettre que les jeunes et moins jeunes dans nos villes populaires soient pleinement acteurs des Jeux Olympiques de 2024 et qu'y compris ça puisse donner de l'envie à ces jeunes et moins jeunes de se licencier dans les mouvements sportifs polonais ou autres d'ailleurs si la pratique n'existe pas sur Alone. Et puis, plutôt un garçon franc du collier, effectivement, j'aime le sport. Bah, c'était plutôt sympathique de faire le dernier kilomètre avant l'entrée du Vélodrome à pied sur cette épreuve mythique. Et quand on est élu et quand on a la possibilité justement d'avoir
collègues élus pour permettre de découvrir des belles manifestations populaires que l'on vraiment, y compris à l'image d'une ville comme Allonne, eh bien, peut-être, vous m'excuserez certainement, parce que certains prennent pour des faiblesses, mais plutôt moi je prends plutôt pour la volonté de vivre pleinement sa vie, pour permettre, y compris, de découvrir et d'aller à la rencontre d'autres. Voilà. Question-réponse. Donc je vous propose de passer au vœu d'Audrey. Donc il s'agit d'un vœu de soutien à la lettre ouverte des maires pour la paix adressée aux États partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc, comme vous le savez, depuis 2017, la ville d'Allonne est membre de la branche française de Meilleurs for Peace. Et donc, cette association a rédigé une lettre ouverte adressée aux 191 États partis, chargés d'examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cette lettre, en fait, est un soutien au traité et appelle tous les participants à mettre en œuvre leurs obligations de désarmement et à s'engager sur une discussion constructive afin de parvenir à un consensus sur le document final afin d'éviter une catastrophe humaine et environnementale. Les élus, depuis des années, ont toujours manifesté en fait, leur soutien sans faille à ce combat pour une paix mondiale durable. C'est aussi à ce titre que le conseil municipal de la ville d'Allonne avait signé en 2019, aux côtés de Meilleurs for Peace, l'appel des villes campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et qui a reçu la même année, je tiens à le dire, le prix Nobel de la paix. Toujours dans cette même idée et lignée, nous avions commandé auprès de l'artiste Dadi Nkanga une fresque autour de la paix qu'il a gentiment réalisée lors d'Allonne en fait. Et elle est aujourd'hui installée justement tout près dans le hall, devant les marches menant à la salle des mariages, et elle est dénommée Guerre et paix. Donc c'est assez logiquement que les élus d'Allonne s'associent à cette lettre ouverte proposée par l'association Meilleurs for Peace pour lutter contre l'abolition des armes nucléaires afin de ne pas exposer la population, l'environnement au risque nucléaire. Et donc les élus d'Allonne redemandent au président de la République et au gouvernement de s'engager dans ce processus de ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et voilà. Merci. Merci Audrey. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce vœu Gaëtan Cordelet ? Oui, donc nous, on a fait le choix de s'abstenir simplement parce que cela ne concerne pas directement la ville d'Allonne. Nos positions sur la géopolitique internationale, on va dire que les Allonnais n'en ont pas grand-chose à faire. Et puis surtout, je pense que dans la situation dans laquelle on est actuellement, notamment au niveau de l'Ukraine, est-ce que vous pensez très sincèrement que des pays comme la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, Israël, qui possèdent l'arme nucléaire, qui sont dirigés malheureusement un petit peu par des fous furieux, hein, on peut le dire, vous pensez vraiment que eux sont prêts à renoncer à l'arme nucléaire ? Je ne le pense pas. Si, à l'heure actuelle, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui sont les 3 pays occidentaux qui possèdent l'arme nucléaire, ne l'avaient plus, je peux vous garantir que M. Poutine aurait déjà envahi l'Ukraine. Et on aurait sans doute provoqué déjà une 3e guerre mondiale. Personnellement, je ne le souhaite pas. Donc, ne plus avoir d'armes nucléaires en Occident, ce serait une grave erreur stratégique d'un point de vue militaire et occasionnerait des pertes humaines considérables. Donc après, voilà, vous avez d'autres convictions, c'est votre droit le plus absolu. Maintenant, voilà, le conseil municipal d'Allonne, je pense que M. Poutine n'en a strictement que faire, et même de l'association des maires pour la paix. Donc, restons à notre place, laissons nos dirigeants nationaux et européens, et pourquoi pas avec l'OTAN, gérer le côté militaire de la question, parce qu'on n'a pas du tout les cartes en main pour prendre les décisions sur ces sujets-là. Voilà, tout simplement. Merci. Youssef ? Monsieur Cordelet,
Ce qui est intéressant dans votre intervention, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ça témoigne clairement qu'on a deux conceptions du monde, voire de l'humanité, qui sont totalement différentes. Très clairement. Nous avons une conception de l'humanité à travers la paix. Et vous, très clairement, excusez-moi du peu, une conception guerrière. C'est-à-dire que à qui va montrer les plus gros bras, à qui va montrer qu'il a les armes les plus puissantes pour intimider l'autre. Et on sait à quoi ça nous conduit tout ça. L'histoire de l'humanité a été faite de guerre, et elle a été faite de guerre à travers l'armement. Donc effectivement, au moins vous avez le mérite d'être clair sur des choix de conception d'humanité qui sont totalement en opposition, en tout cas avec les miennes et avec, je pense, la majorité municipale. Nous, c'est pas notre conception. Et sur le deuxième point, voulant nous faire croire qu'il y aurait des questions nationales et internationales qui ne concerneraient pas les simples élus locaux alonnés de banlieue, volontairement, je caricature, mais en tout cas, pareil, c'est pas la conception, en tout cas, que moi je fais de la politique, notamment d'un élu local. Un élu local peut être aussi utile à travers le monde, et je pense que c'est par de petites actions, et notamment des actions locales, qu'on peut changer le monde. Alexis ? La question des armes nucléaires, mais comme d'autres questions, elle concerne l'humanité tout entière. Et en fait, nous sommes un bout de l'humanité, donc on ne peut pas s'affranchir de cette préoccupation-là. Alors après, effectivement, ce n'est pas nous qui allons dicter à Vladimir Poutine ce qu'il doit faire ici ou là, et à d'autres chefs d'État. Bien sûr. Mais est-ce que pour autant, on ne doit pas donner notre avis? Parce qu'à ce compte-là, personne ne donne son avis sur rien, puis il se démerde. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que la position de la France dans l'Europe, la position de la France dans le monde, elle dépend beaucoup de ce qu'expriment les citoyennes et les citoyens, et aussi les municipalités. Le président de la République française, s'il y a des milliers de maires qui demandent quelque chose dans le même sens, quel que soit le sujet, évidemment que ça pèse sur la politique de notre pays. Alors on peut dire chacun son truc, nous on va s'occuper juste de savoir s'il faut avoir des fonctionnaires territoriaux à la cantine ou si on va avec Sodexo, et puis le reste on s'en fiche. Moi je ne vois pas la politique comme ça. Je pense que c'est important de réfléchir aussi à quel monde on vit avec toutes les strates. Nous sommes dans une ville, on s'intéresse aux services publics locaux, mais on s'intéresse aussi à l'éducation nationale, et ça ne dépend pas de nous, qui met un lycée, qui ferme des classes et tout ça. Et c'est normal. Et on s'intéresse aussi à la manière dont l'État, la République française, répartit la fiscalité. Est-ce qu'elle laisse les communes autonomes, ou est-ce qu'en fait, il n'y a plus de capacité fiscale? Et tout ça, ça fait partie de notre boulot. Et du coup, ça fait aussi partie de notre fonction d'élu que de se préoccuper de la direction dans laquelle va le monde en matière d'armement, et en particulier en matière d'armement nucléaire, parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, s'il se passe un problème dans un autre pays que chez nous, ou même dans une autre commune, ça va quand même nous retomber dessus. Donc, on est concerné par tout ça. Et c'est pour ça que ce type de vœu, qui ne fait pas l'essentiel de nos conseils municipaux, qui rythment nos débats et nos discussions, et c'est bien normal, je pense qu'ils ont tout à fait leur place dans notre conseil municipal. Ce qui sera inquiétant, en fait, c'est qu'on se préoccupe que notre nombril. Mais ce qui sera inquiétant aussi, c'est qu'on ne se préoccupe pas de notre nombril et qu'on se préoccupe que ces trucs-là. Et je crois que nous sommes dans un équilibre plutôt sain qui honore le mandat qui nous est donné quand on est élu. Merci. Monsieur Cordelet. Oui, ben pour répondre à ces quelques remarques là. Toi, Youssef, je ne pense pas que c'est d'un côté, on va dire, les gentils et de l'autre côté les méchants, ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Non, c'est qu'il y a peut-être des naïfs et des lucides. Je vous dis, si aujourd'hui vous pensez très sincèrement que la Russie est prête à abandonner l'arme nucléaire, vous vous mettez le doigt dans l'œil, très sincèrement. Et si aujourd'hui ils ne l'utilisent pas, c'est bien parce qu'ils savent qu'en face, il y a des pays comme la France, qui est peut-être la plus neutre des pays possédant l'arme nucléaire, ou la Grande-Bretagne, ou les États-Unis, encore que un petit peu moins, qui la possèdent également. Et les Russes savent que s'ils utilisent l'arme nucléaire, ça peut leur revenir dessus. Donc aujourd'hui, l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée, et je suis convaincu qu'on ne doit pas l'utiliser, mais elle sert de dissuasion. Et quand on voit justement, tu parlais de se rappeler ce qui s'est passé par le passé. Pourquoi on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'il y a eu notamment un attentisme
de la part de l'Europe, de la part de la France, de la part de l'Angleterre, de la part des États-Unis, vis-à-vis de l'Allemagne nazie, qui n'ont pas su répondre en temps et en heure, notamment à l'annexion d'une partie de l'Europe de l'Est, et notamment le réarmement de la Rhénanie. Donc vraiment, faut pas être naïf sur ce genre de dossier. Et la paix, oui, on est tous pour, il n'y a pas de souci, mais qui veut la paix prépare la guerre, malheureusement. Et il faut être prêt à faire la guerre pour justement dissuader les pays belliqueux qui seraient tentés de nous la faire, tout simplement pour pouvoir répondre le cas échéant, et justement les dissuader de la faire. Vraiment, on n'a pas du tout la même conception de la chose, et voilà, c'est le jeu démocratique, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il ne faut pas être naïf. Ensuite, pour répondre un peu plus à Alexis, oui, effectivement, les maires ont le droit de prendre position, un conseiller municipal également, mais pourquoi engager la parole du conseil municipal d'Allen et donc des Allonnais sur cette question-là? Si vous souhaitez soutenir ce vœu et effectivement demander la suppression des armes nucléaires dans le monde, vous pouvez le faire dans le cadre d'une association en dehors de ce conseil municipal. Pourquoi impliquer tous les Allonnais là-dedans? Maude? Je vais prendre ma respiration parce que pour l'instant je suis un peu remontée et je ne voudrais pas m'énerver en parlant. Donc, je ne pense pas être naïve et je ne pense pas que mes collègues ici soient naïfs. Comme le disaient Youssef et Alexis, je me vois plus optimiste et l'envie de partager et de participer à ce qui se décide. Bien évidemment, ce n'est pas Maud Fauquemberg qui va changer quoi que ce soit dans le monde. En revanche, la petite voix que Maud Fauquemberg aura donnée, associée à ses 33 copains, qui va s'ajouter à d'autres villes, parce qu'il y a d'autres, il y a XY et puis du schmoll et machin. Donc déjà, je pense que c'est parce qu'on est plusieurs à se mobiliser et à parler que les choses peuvent être entendues, parce qu'effectivement, si on ferme nos bouches, bien évidemment, il n'y a rien qui sort. Il y a aussi le fait que, en tant qu'Allonnaise, en tant que petite Allonnaise, oui, je m'intéresse et j'ai l'impression quand même que les Allonnais ne sont pas que des idiots, qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe, qu'ils se renseignent sur ce qui se passe dans le monde et ont envie de donner leur voix. On a la possibilité, nous, en tant qu'élus, de les représenter. Donc, je pense que c'est important justement que nous, en tant qu'élus, on a été élus justement pour représenter ces Allonnais. Donc, si on ferme nos bouches et qu'on ne fait pas monter leur voix, ça, je ne vois pas l'intérêt non plus. En tant que maman, j'ai envie aussi de dire à mes enfants, il faut espérer et il ne faut pas se laisser marcher dessus et il faut essayer de faire avancer les choses. Oui, vous dandinez de la tête, mais j'ai beaucoup dandiné de la tête aussi quand vous avez parlé, donc ça ne me dérange pas. Mais oui, il est important qu'on puisse essayer de faire avancer les choses et c'est à plusieurs petits qu'on va faire avancer et non pas être résigné, parce que quand on est résigné, je pense qu'on est dans quelque chose justement on n'a plus de démocratie, quoi. La démocratie, c'est justement pouvoir dire les choses. Merci. Merci Maud. Avant de passer au vote, très rapidement, il y avait une autre... Non ? Oui. Avant de passer au vote, je vais vous dire vous avez vu la délibération. Je vais vous dire, moi je suis très fier que notre ville, sous ses combats pour la paix, pour le désarmement nucléaire, soit aux côtés du maire d'Hiroshima, du maire de Nagasaki, du maire d'Hanov, de Volgograd, de Malakoff, de Multiplyna aux Philippines, de Manchester aux États-Unis, d'Ypres en Belgique, d'une ville de Croatie, de Granollers en Espagne, d'une ville en Irak, de Mexico, d'une maire d'une commune des USA. Nous sommes donc dans un mouvement mondial
où des maires, des équipes municipales avec des populations, comme l'ont dit mes collègues, jouent le rôle de citoyen d'alerte, de lanceur d'alerte. Parce que quand même, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire, quand on a en tête Hiroshima, Nagasaki, plus jamais ça. Et plus jamais ça, c'est aussi c'est d'être acteur concrètement dans ces mobilisations. Et dans le même temps, je pense qu'il y a aussi quelque chose à porter haut et fort aujourd'hui. C'est faut que l'Organisation nationale des Nations Unies, l'ONU, reprenne toute sa place dans cette organisation pour la paix, pour les développements des échanges de notre planète, pour faire que chacune et chacun, quel que soit l'endroit du monde où il vit, où il naît, puisse vivre dans un monde de paix. Maud a raison de le souligner. Cette question de la paix et du désarmement, elle est très forte chez les jeunes. Et moi, je trouve que c'est un honneur de la ville d'Allonnes d'être aux côtés de ces mouvements de jeunes, ces mouvements de pacifistes, pour exiger effectivement que nous puissions vivre en paix sur notre territoire. Et puis un dernier mot. Vous avez fait référence, une analyse par rapport à ce qui a amené à la Seconde Guerre mondiale. Je n'oublierai pas que dans ce pays, la grande bourgeoisie disait plutôt Hitler que le Front populaire. Ne l'oublions jamais. Je vous propose donc de passer. Qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des abstentions? Merci. Y a-t-il des votes contre? Je vous en remercie. Donc, comme je vous l'ai annoncé en début de séance, on va faire une interruption de séance. Et je vous demandais à toutes celles et ceux qui le souhaitent du conseil municipal de se rendre auprès de la fresque Guerre et paix. Pardon. Bien donc, je voudrais tout d'abord, avec Audrey, saluer Dadi, notre artiste. On peut l'applaudir, effectivement. Donc, dans le cadre d'Allonnes en fête et de la soirée pour la paix, avec la distribution du prix Culture de paix Yvon Luby, nous avions demandé à Dadi qu'il peigne en direct, on appelle ça une performance, un tableau sur la thématique guerre et paix. Voilà le résultat. Je trouve un très très beau résultat. Et je trouve qu'y compris cette œuvre affichée quand on rentre dans cet escalier, quand on monte vers à la fois la salle du conseil municipal, la salle des mariages, est un lieu complètement adapté pour justement porter largement la culture de paix que nous venons d'échanger, pour permettre effectivement que cette culture de paix soit le bien commun du plus grand nombre de citoyens. Voilà, donc on voulait vraiment ce soir, à l'occasion de ce conseil municipal et de ce vœu, faire ce vernissage officiel de la pose de cette œuvre de Dadi sur les murs de l'hôtel de ville. Et on peut encore applaudir Dadi, je vais lui demander à Dadi. Donc je demande à Dadi, je vous dois dire, y compris, qui a fait un remarquable travail avec plus de 500 enfants qui sont venus voir son exposition en septembre à la Maison des Arts, où il y a une médiation culturelle, où y compris,
Il a fait découvrir son art, y compris avec ce qu'il porte, sur la solidarité, sur la paix, sur tout simplement la rencontre entre les hommes et les femmes, quel que soit le continent sur lequel ils vivent, et tout ça pour essayer que ça se fasse dans un contexte de paix. À toi, Dadi. Merci à Monsieur le maire et à toute l'équipe de la municipalité. Ouais, je suis Dadi Nkala. Je viens de l'Afrique. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu aussi beaucoup d'atrocités parce que j'étais petit. On a vu nos parents qui ne travaillaient plus, qu'il y avait des gens qui sont morts, à cause de beaucoup de misère aussi. Oui. En fait, moi, je ne fais pas la politique, je suis un artiste. Oui. Et dans tout mon parcours, j'ai fait l'effort de parler aussi de la paix, parce que j'ai vécu cette partie des misères et de la guerre, moi et aux autres aussi qui sont restés, et aux amis qui sont aussi partis. Oui. On était un groupe d'artistes, mais il y en a beaucoup qui sont morts. Et moi, j'essaye de continuer calmement, sans agresser. Je fais que... En fait, je parle un peu des effets de la guerre. Parce que quand il y a la guerre, la paix n'existera plus. Et c'est pourquoi, comme j'avais perdu la paix, quand j'ai quitté mon pays, je suis venu en France, j'ai essayé de me reconstruire autrement. Oui, il y en a beaucoup de problèmes aussi qui m'ont dérangé psychologiquement, mais j'ai fait l'effort de me rattraper à travers mon art pour chercher à transmettre à la jeunesse, à la vie, à tout le monde aussi, la culture de la paix. Oui. Et pour moi, les problèmes qui est d'aujourd'hui ou ce qui se passe dans le monde, j'en parle pas beaucoup, mais ce que moi j'ai vécu et ce que je suis, et les restes qui sont encore derrière, qui continuent à mourir aussi dans le coin où il y a beaucoup de minéraux ou quoi que ce soit de l'Afrique et de ce qui s'est passé aussi dans le monde. J'essaye aussi de ramener les gens à comprendre qu'il y a des humains quelque part qui meurent. Oui, il y en a des humains qui meurent, ils sont quelque part. Mais souvent, on n'en parle pas. Bon, on peut rester peut-être tranquille pour ne pas être, on dira que tu es agressif. Bon, moi, je ne cherche pas à beaucoup parler de ça en tant qu'artiste, parce qu'on a dit que si tu parles beaucoup, ce ne serait pas peut-être bien. Mais je m'exprime à travers les œuvres, à travers des supports. Oui, comme la ville m'avait demandé à parler de la paix, c'était la fête de la ville, j'ai fait l'effort de m'exprimer. Parce que lorsque je m'exprime sur le toile, les gens me voient peindre, mais c'est aussi une partie des... C'est aussi une manière d'essuyer mes larmes ou de transmettre ces atrocités, ces soucis intérieurs qu'on a vécu, qu'on continue aussi à vivre et continue aussi à vivre dans certains coins du monde. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait l'effort. On m'a donné la pensée, c'était basé sur Guernica. Et moi, j'ai dit, bon, Guernica, c'est bien bon, mais je n'ai pas vécu Guernica. J'ai fait des toucher entre Guernica et mes idées. C'est comme ça que j'ai construit cette œuvre. Ouais, c'est vraiment une construction, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait comme ça. Je peignais, mais je plairais à l'intérieur parce que c'est un parcours un peu dur. Oui, personne est très, très triste. Oui, on était petits, à 11 ans, et on a beaucoup vécu, beaucoup d'années, des choses cassées. Et puis, il n'y avait plus rien. Oui. Après, c'est parti dans les provinces où il y a, comme à l'est du Congo, dans le coin comme ça, il y a des morts jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la base, mais en tant qu'artiste, je cherche à transmettre aussi aux gens qui ont un peu la parole, qui peuvent plaider pour la cause de ces gens et de certains coins aussi du monde. Oui. Et moi, en tant qu'artiste, je me suis exprimé pour parler de tout ça. Oui. J'ai essayé de voir comment Picasso avait travaillé, parce que je suis aussi peut-être dans les mêmes contextes. Je suis loin de mon pays, il y a des choses qui se passent, et j'imagine ce que moi j'avais vécu, et ce qui se passe là-bas. J'ai essayé de composer, et là, j'ai fait un peu de tout. Oui. Il y a l'oiseau qui est touché. L'oiseau, ça fait partie de la paix, les colombes. Donc moi, je suis au fond de moi, je suis touché parce que je n'ai pas toujours
la paix que j'avais quand j'étais petit. Oui. Je n'ai plus mes amis, je n'ai plus ma famille tout près de moi. Donc, c'est une partie de moi qui a disparu comme ça. Et je l'ai fait reconstruire par l'art. Et de l'autre côté, j'ai présenté aussi des avions qui bombardent sur des enfants, sur des femmes. Et là, j'ai représenté une tête de mort, parce qu'on a vécu avec. Il y a aussi des temps où je suis à la maison ou quoi. Je peux dormir, mais j'ai aussi des remords, des trucs comme ça qui m'embêtent. Mais il y a Annie et son mari qui m'ont beaucoup aidé, qui continuent toujours à m'aider, à me donner des conseils. Et j'essaye de me libérer avec. Mais on attend toujours, oui, on attend toujours, et pas seulement chez nous, mais partout aussi dans le coin du monde. Oui. Et là, j'ai essayé de montrer même le sable du temps. Oui. Et là, j'ai essayé d'amener que la guerre, c'est bien bon, mais l'esprit de la paix peut souffler sur le monde et toutes ces atrocités peuvent disparaître. Bon, la paix ne se fait pas toujours par la guerre. La paix se fait souvent par l'amour. On ne peut pas parler de la paix si dans nos cœurs, on n'a pas l'amour entre nous. Oui. Bon, moi, j'ai toujours dit que je ne fais pas la politique, je présente le monde. Et là, j'ai présenté les colombes qu'a soufflé cette femme. Parce que la femme a toujours été l'image ou la matrice du monde. Oui, c'est par la femme que nous sommes venus sur la terre. Il y a un masque qui représente mes origines. Oui, protecteur, mes origines aussi. Et puis là-bas, il y a le cœur qui est en paix. Il a soufflé les colombes. Elle a soufflé plutôt les colombes. Et la nature et les hommes et tout reviennent dans la couleur. Parce que la couleur, c'est la vie. Mais quand c'est noir et blanc et gris, c'est vraiment très, très, très dangereux. Et nous, on a vécu ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de supermarchés. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand je marche ici, je vois les gens qui prennent des bus normalement, des tramways, des trucs comme ça. Et ça m'étonne, oui. Je suis étonné de voir les gens sont calmes. Et ça, j'essaye de récupérer pour consommer. J'essaye de dégager de plus en plus les douleurs, les souffrances. Je suis des remords, parce qu'il y a beaucoup de remords. Oui, il y a beaucoup de remords. On a vécu, quand on a tué certaines personnes, on tirait sur des gens. On a tué des gens devant nous. On s'est baladé aussi des jours où vous baladez, vous voyez plusieurs morts à la route. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous avez entendu tirer la nuit. C'est beaucoup de choses. Mais sur tout ça, ce que moi je vais résumer, c'est que c'est les hommes, c'est nous, les humains, qui doivent créer la paix. Oui. Merci Dadi, c'était à la fois très émouvant parce que c'est toute une vie et des parcours difficiles. On peut remercier Annie et son mari qui accueillent Dadi, on peut les applaudir parce que. Et puis remercier Rémi Le Guillerme qui est chez lui quand on est à Allonne, puisqu'il a sévi de longues années dans cette ville et qui nous a mis en contact. C'est lui qui est venu me voir, Rémi, pour me dire voilà, tu devrais aller voir, il y a un artiste vraiment qui colle bien avec l'esprit et les engagements de la ville d'Allonne. Et puis, en plus, Youssef m'avait aussi sensibilisé parce que ça se passait dans son lieu où il travaille, la MJC Ronceret. Puis, ça fait ça 1 an et demi. Et puis, depuis, un an. Et depuis, on a voyagé ensemble à travers les projets artistiques. Il a fait aussi voyager, je l'ai dit, plus de 500 enfants tout le mois de septembre, début octobre. Et puis ça continue. Et puis, quand vous irez au complexe sportif Jean Launay, les 2 peintures, les performances qu'il a également réalisées dans le cadre de la soirée des sports ont également été accrochées à l'entrée du gymnase, parce que dans cette ville, on pense que la culture et le sport font partie intégrante de ce qu'il faut mettre en avant pour former le citoyen d'aujourd'hui et de demain, et surtout un citoyen éclairé, comme le dit Dadi, qui soit suffisamment debout, suffisamment rebelle, suffisamment engagé pour empêcher tous ces lieux de guerre et faire que, on puisse toutes et toutes vivre en paix.
Merci Dadi. On va reprendre, nous, le conseil municipal. Merci beaucoup, Dadi. Merci Rémi. Merci Annie. Et bien sûr, merci Audrey. À Catherine pour les deux délibérations suivantes, dont la première, la délibération 6, est comment dire, une délibération informative, mais qui n'ouvre pas au vote. Merci, Monsieur le maire. Je vais ouvrir un nouveau débat. Un débat sur la protection sociale complémentaire. Donc, la protection sociale complémentaire est constituée de contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance. Le législateur, je vous donne le cadre, hein. Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement au contrat de leurs agents. Une nouvelle ordonnance du 17 février 2021, en attente des décrets d'application qui ne sont pas sortis, prévoit l'obligation pour les employeurs de participer financièrement au contrat de prévoyance de leurs agents à partir de 2025 et au contrat santé en 2026. Alors, pourquoi j'en parle maintenant? Puisque c'est l'État qui nous demande de faire ça. Nous devons, par ailleurs, donc mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022, sans vote. Ce que nous faisons sur Allonne, puisque nous faisons déjà un certain nombre de choses. Sur le volet prévoyance, la collectivité participe à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle depuis le 1er janvier 2013. Le montant mensuel est fixé à 3 € sur justificatif, etc. Le volet complémentaire santé. Le versement d'une participation mensuelle pour un temps de travail à temps complet en fonction du niveau de rémunération brute, ainsi rémunération brute inférieure à 1 500 €, la collectivité donne 20 €. Et supérieur, il y a 4, vous avez dû voir, hein, il y a 4 échelons, et supérieur à 3 500 €, il n'y a pas de participation. Donc il y a des participations selon le niveau de salaire. Et une participation supplémentaire de 10 € est versée pendant 1 an pour les agents souscrivant à une première adhésion à un contrat santé labellisé. Voilà. Nous soutenons actuellement 44 agents de la ville d'Allonne. Alors, les points de débat qui nous sont proposés peuvent porter sur le montant de référence sur lequel se basera la participation, la portabilité des contrats en cas de mobilité, le public éligible, les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations, la situation des retraités, la situation des agents multi-employeurs et la fiscalité applicable. Voilà. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des interventions pour demander des précisions? Tout ça a été vu d'ailleurs, compris. Et on travaille, Catherine travaille en étroite collaboration avec les organisations syndicales pour trouver les meilleures réponses à cette question. Je vous dis, vous voyez ça par exemple, c'est le genre de délibération dans un monde, comment dirais-je? Je vais dire un monde idéal, je ne vais pas utiliser le terme, mais un monde plus juste, ne devrait même pas avoir lieu. Parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait revenir
à la genèse de la sécurité sociale qui remboursait l'ensemble des soins à 100%. Parce que suivant que tu aies de l'argent ou pas d'argent, eh bien, l'accès aux soins est fort différent d'un individu à un autre, et on l'a vu encore durant cette période de la pandémie. Vous voyez, donc je pense que là, c'est des questions à poser. S'il n'y a pas de bonne intervention, il n'y a pas de vote. Hein, c'est un débat. De toute façon, ça reviendra, ça vous a présenté lorsqu'il y aura, on sera au bout du boulot, un rapport en conseil municipal, et puis ça passera aussi en comité technique certainement. Modification du tableau des emplois permanents. Donc le tableau des emplois permanents, on commence à avoir l'habitude de l'avoir à chaque conseil municipal ou presque, prend en compte la création de 2 postes d'agents de maîtrise dans le cadre des avancements de grade 2022 et la création d'un poste de rédacteur à temps complet pour exercer les missions d'officier d'état civil et d'adjoint au directeur du service population. Alors, vous savez, hein, je rappelle, ces créations, mais dans le même temps, ça par exemple, ça supprime des postes, par exemple, enfin, ça supprime. Ça remplace, vous voyez, des postes qui sont d'une autre catégorie par une ouverture qui correspond au concours qu'ont pu avoir les agents. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? On propose de voter, qui est pour cette délibération? Merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Youssef. C'est juste une délibération de renouvellement aux adhésions aux plateformes de dématérialisation. Le département y met à disposition gratuite 2 plateformes de dématérialisation des marchés publics, Sarthe Marché Public et Sarthe Légalité. Donc la ville d'Allonne y adhère depuis 2009, donc c'est gratuit. Il est juste proposé au conseil municipal de renouveler son adhésion pour ces 2 services de 2022 jusqu'à 2026. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril. Alexis. C'est pas grave. Alors, moi, il s'agit d'approuver la signature d'une demande de subvention. C'est pour les classes orchestres. Ça s'appelle le projet Tous musiciens d'orchestre, qui est cofinancé par un certain nombre de partenaires, dont l'État à travers la DRAC. Et nous demandons 18 000 € de subvention à la DRAC pour ce dispositif. Voilà, donc il faut l'autorisation du maire pour signer la demande. Merci Alexis. Bon, vous avez tous certainement eu l'occasion d'assister au moins une fois au concert avec Zaya Zouani, Jean Carmé. Vous voyez le plaisir qu'ont les enfants, les parents, les enseignants. C'est vraiment une belle aventure. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Youssef. Donc c'est un vœu de soutien pour un nouvel élan pour l'éducation physique et sportive à l'issue du congrès national du SNEP-FSU, donc le syndicat national de l'éducation physique. Il a été proposé notamment dans le cadre de l'EPS d'arriver à 4 heures hebdomadaires sur toute la scolarité. Donc effectivement, nous, on souscrit à cette idée du SNEP-FSU. Et plus largement, on voudrait élargir notamment sur la question du sport. Et tout à l'heure, Dadi était présent sur la partie culturelle. Là, on est sur le sport et on pense qu'effectivement, autant le sport que la culture sont des formidables outils d'émancipation et de cohésion sociale pour les jeunes et les moins jeunes. C'est la raison pour laquelle on a, en 2024, à moins d'1 heure d'ici, c'est-à-dire à Paris, on a le plus grand événement sportif de la planète qui va avoir lieu à Paris, donc les Jeux Olympiques de 2024. Et je pense que c'était important de se dire sur Allonne, de se servir de cette opportunité-là, d'avoir comme fil rouge les Jeux Olympiques et de nous amener sur différentes initiatives jusqu'à 2024. Et effectivement, on se rend compte que le sport, au-delà des valeurs d'émancipation autour de l'éducation, de la cohésion sociale, de la santé, on l'a vu notamment sur la crise sanitaire, l'arrêt du mouvement sportif, de nombreuses problématiques ont été posées notamment sur la question de la santé autour du
du sport santé, mais aussi un élément qui n'a pas été mis en avant, mais aussi la question économique, où on voit que le sport peut être vecteur d'emploi et aussi de développement économique. Donc c'est pour ça que nous, à travers ce vœu-là, on souhaitait continuer tout cet élan qui a été mis en avant, notamment, Monsieur le maire faisait référence tout à l'heure dans le cadre du Conseil national des solutions, être labellisé cité olympique, les Olympiades qui vont avoir lieu dans différentes villes de France à partir de cet été, l'initiative qui a été mise en place au mois de janvier, les 2024 tours. Moi, je voudrais juste lire un paragraphe qui pour moi est déterminant sur ce vœu-là, parce que je pense que vous l'avez tous lu et appris par cœur. Mais je pense que je voulais vraiment appuyer là-dessus. Donc, à Allonne, nous y contribuons, entre autres, en expérimentant depuis des années le passeport à tout sport culture, mais aussi en s'inscrivant dans la démarche des cités olympiques. En effet, nous avons comme objectif, dans les 3 ans à venir, en lien avec les acteurs locaux, mais aussi l'éducation nationale et l'UCEP, de promouvoir le sport pour tous et de permettre aux Allonnais et Allonnaises d'en être des acteurs, de découvrir ou redécouvrir de nouvelles pratiques sportives. Le lancement Allonne Paris 2024, le 24 janvier dernier, avec le défi des 2024 tours de piste, a été une belle démonstration et une réussite collective réunissant plus de 600 élèves. Donc voilà, effectivement, nous on fait le lien entre l'éducation physique et sportive et le sport, et c'est pour ça qu'on souscrit notamment aux objectifs du SNEP FSU à travers le conseil municipal. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Cyril. Oui. Donc là, c'est une délibération pour accorder, un avis consultatif pour l'extension des installations de stockage pour des matières combustibles pour l'entreprise Foussier, qui est située dans la ZAC du Mounet à Allonne. Donc, cette installation concerne des matières dites dangereuses. Donc, c'est du type cartouche de gaz pour chalumeau, aérosol, vernis, colle ou peinture. Donc, en fait, l'entreprise Foussier souhaite donc s'agrandir en créant deux nouvelles cellules, dont une qui aurait ces produits dangereux. Donc, le préfet de la Sarthe nous demande notre avis, et donc je propose que nous sommes d'accord. Y a-t-il une demande d'intervention? Je vous rassure quand même, parce que le Cyril, tu écoutes ça, tu dis oh là là. Non, il y a toutes les conditions, bien sûr, de sécurité, d'isolation, etc., qui font que cette activité va se faire dans de bonnes conditions. En plus, l'entreprise Foussier, on la connaît bien sur Allonne, et on peut se féliciter d'ailleurs qu'elle se développe. Et je rappelle quand même comme information que la zone du Mounet, qui a été une coquille vide pendant des années, pour pas dire des décennies, aujourd'hui est quasiment pleine, et surtout avec 1200 salariés. Donc je crois qu'on peut s'en féliciter, parce qu'y compris ça permet à des Allonnaises et des Allonnais de trouver un débouché tout simplement professionnel. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Délibération 12 et 13, alors on les a mis sur table, vous les avez reçus avant, tout simplement parce que l'agenda des dépôts des dossiers auprès de la DETR et la DSIL, c'est pas nous qui les fixons, donc on s'inscrit dedans. Vas-y, Youssef. Effectivement, dans le cadre des financements et pour aller récupérer des dotations, effectivement, on peut avoir souvent des dates courtes et on essaye, à travers les services, d'être très réactif. C'est la raison pour laquelle je remercie une nouvelle fois le service financier d'être toujours très réactif pour aller récupérer des financements. Et aussi, je tiens aussi à préciser que tous les élus de la commission finance ont eu la délibération en amont et ils nous ont validé parce qu'effectivement, c'était pas la délibération n'avait pas été présentée en commission parce que on n'avait pas eu la date encore. Donc effectivement, dans le cadre de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux et la DSIL, dotation de soutien à l'investissement
l'investissement local. Tout à l'heure, je faisais référence dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons la possibilité de demander des dotations, et notamment sur 3 projets pour lesquels la ville d'Allonnes pourrait être éligible. Donc nous faisons la proposition, la réhabilitation du complexe culturel et sportif Jean Carmet, la réalisation d'une maison médicale au cœur du QPV dans le cadre d'un projet social et de santé. Donc l'idée, c'est ramener encore du service public au cœur de ville. Et la réalisation d'équipements sportifs, donc construction de 2 terrains de tennis sur la plaine Lyonnais, dont je faisais référence tout à l'heure dans le cadre de la section GSA Tennis. Voilà. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Là, c'est plutôt aller chercher des financements comme nous le faisons régulièrement et suffisamment en amont pour que ce soit couronné de succès. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Enfin, cette délibération, on va voter 2 fois. Hein. Donc la première, c'est là, je ne me rappelle plus le numéro, la 12. OK. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Maintenant, délibération 13. Qui est pour la délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Nous avons donc fait le tour de l'ordre du jour du conseil municipal. J'ai dit tout à l'heure, mais sur la base de sources mal informées, que le conseil municipal du vote du budget était le 9 avril. C'est une erreur. Ce sera le mercredi 6 avril. Voilà, donc notez bien dans vos agendas pour que chacune et chacun puisse y participer, puisque c'est certainement la séance du conseil municipal la plus importante de l'année, même si elles sont toutes importantes, parce que ça détermine les actions que vous allez faire ensemble. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée, et puis pour celles et ceux qui vont prendre quelques jours de congé, on fera attention, on va modifier, on avait programmé un conseil municipal en fin d'année, en novembre je crois, ça tombait dans les vacances scolaires, on va créer les conditions maintenant d'être attentifs, d'éviter les périodes scolaires, parce que ça peut être embêtant pour des collègues, il y en a qui n'étaient pas là pour ces raisons-là, puis en plus il y a aussi la Covid qui continue à sévir. Bonne soirée et prenez soin de vous.